abandonné. Votre réaction? Je rejoins ce qu'a dit Garenne. Je pense que le problème qu'on a en France aujourd'hui sur cette question-là, c'est l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que les Français ont la sensation que les responsables politiques et l'administration, d'un point de vue plus général, protègent davantage les délinquants et les criminels plutôt que les gens ordinaires. Et ça, c'est un vrai problème que nous avons. Et là-dessus, il faut opérer une véritable révolution culturelle pour changer cette inversion des valeurs et pour pouvoir justement reprendre le contrôle et rendre les Français plus en possession de leur destin sur un certain nombre de sujets. Alors là, il s'agit quand même, qu'on précise les faits. Il s'agit d'une mosquée affiliée à l'association turque Miligorus. Est-ce que pour autant, est-ce que c'est interdit? Alors ça, c'est une autre question. Ça les ministres, les présidents qui vivent dans les palais de la République, les chauffeurs, pas les homards, mais enfin... Tout à fait. Non, la question que vous posez, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas justement deux cultures politiques, une culture, on va dire, au niveau national, députés, ministres, etc., qui justement... France d'en haut et la France d'en bas. Ont des avantages qui sont considérables, et une culture d'élus locaux, mais d'élus locaux, il faut bien rappeler, de municipalités dans les territoires périphériques, et dans la France périphérique et dans la France rurale. Et c'est ça le vrai problème de la crise démocratique aujourd'hui, c'est que ces gens-là aujourd'hui, ce sont des gens qui sont, comme l'a dit madame, ce sont des gens qui sont en première ligne de l'ultra-violence de la société, qui sont en première ligne de la crise de l'autorité dans notre pays et qui ne peuvent pas incarner l'autorité parce que vous avez des jeunes et des moins jeunes qui se permettent d'insulter des maires, qui se permettent de les agresser, qui se permettent de les violenter. Donc ça, c'est le premier problème. Et à côté de ça, vous avez un millefeuille administratif, et c'est ça aussi peut-être le problème qu'il y a sur la question justement de la rémunération des élus. La rémunération des élus, c'est un micro-budget dans les budgets de fonctionnement des collectivités territoriales. Mais par contre, la question, c'est qu'il y a beaucoup d'élus qui sont liés au fait parce qu'on a une surcharge administrative liée à un millefeuille administratif très compliqué avec les régions, les départements, les intercos et les communes. Et vous avez des gens qui cumulent un certain nombre de mandats locaux qui, justement, ne permettent pas d'avoir une action pleine et entière consacrée à la vision de ce que doit être le maire en France, c'est-à-dire un élu de proximité qui garantit justement la sécurité, la tranquillité et le bon cadre de vie de sa commune. Restez avec nous, on va marquer une petite pause. Alors effectivement, donc, les 2 derniers jours ont été consacrés à la visite de l'homme le plus puissant du monde aujourd'hui, le président Xi Jinping, donc, qui était en visite à l'Élysée puis dans les Hautes-Pyrénées. On a assisté encore une fois à une nouvelle visite d'un grand leader de ce monde où le président de la République a plutôt soigné la forme que le fond. Et c'est bien là le problème parce que depuis 2017, la France a été humiliée successivement sur la scène internationale, justement à cause d'une politique de coup d'éclat au lieu de traiter les problèmes de fond. Sur la Chine notamment, le président de la République a mis en avant 2 grands sujets qui étaient clés, sur lesquels il voulait obtenir des avantages de la part du président Xi Jinping. Le premier point, c'est sur la politique industrielle, donc rééquilibrer les relations commerciales qui sont aujourd'hui très déficitaires, 65 milliards d'euros qui sont déficitaires vis-à-vis de la France en termes de commerce extérieur vis-à-vis de la Chine, et de les rééquilibrer avec une politique en obtenant des exemptions française et lui pense européenne en réalité de la part du président Xi Jinping. Sauf qu'il n'a pas donné date à ces demandes d'exemption puisque la Chine a prolongé son soutien à sa politique protectionniste de soutien à l'industrie automobile verte, et donc nos acteurs économiques auront du mal à s'imposer vis-à-vis sur la construction de voitures électriques notamment, alors que c'est le grand projet du président de la République sur la transformation de l'industrie. Le deuxième sujet, c'est sur la guerre en Ukraine. Alors sur la guerre en Ukraine, il y a encore moins d'avancées puisque effectivement il essayer de casser cet axe sino-russe qui n'arrive pas à casser. Toujours est-il que voilà, c'est un échec en tout cas sur la politique chinoise. Pourtant, le président de la Chine a en tête l'idée que la France est un pays gaulo-chiracien avec une voix singulière dans ce monde. Cette voix-là, on ne l'entend plus aujourd'hui. On n'a pas entendu non plus sur un certain nombre d'autres sujets, puisqu'Emmanuel Macron a été humilié par Donald Trump le 14 juillet, la première visite du 14 juillet, où il avait demandé à Donald Trump de rester dans les accords de Paris sur le climat. Finalement, il l'a pas fait. On peut citer les relations avec Boris Johnson également. Il voulait un hard Brexit, et finalement, le Brexit a pénalisé davantage les pêcheurs français que les Britanniques eux-mêmes. Donc, sur un certain nombre de sujets, je peux les multiplier. Exactement, au Sahel, on s'est fait marcher dessus par la Chine et par la Russie. Sur l'Indo-Pacifique, c'est pareil. Il n'y a pas de pays aujourd'hui avec lequel Emmanuel Macron a des bonnes relations. Peut-être le Canada, Justin Trudeau, mais en tout cas, toujours est-il que voilà, la politique étrangère d'Emmanuel Macron est un échec depuis 2017.
cadre dans lequel vous pouvez évoluer et voilà le cadre dans lequel vous ne pourrez pas évoluer. Nous, on a travaillé sur cette question-là. Effectivement, la Chine apporte un projet de réveil de nation-empire, c'est-à-dire que justement, ils ont pour objectif d'être la première puissance mondiale d'ici 2049, puisque ce sera l'anniversaire des 50 ans de la rétrocession d'Hong Kong, justement. Et pour cela, ils se donnent l'objectif d'être une superpuissance sur l'ensemble des sujets économiques, technologiques, spatial. Ils sont bien partis. L'intelligence artificielle, ça fait 30 ans qu'ils y bossent. Madame von der Leyen, elle en a parlé en février. Là, une stratégie cohérente, alors que la France et les Européens, aujourd'hui, on n'a pas de stratégie cohérente et on n'a pas non plus de stratégie vis-à-vis de la Chine. Aujourd'hui, il y a 3 possibilités vis-à-vis de la Chine. Soit vous faites un alignement des valeurs sur le modèle américain, c'est-à-dire que on se dit on veut pas que la Chine soit la première puissance mondiale, le devienne, on veut rester dans le camp atlantiste et américain. Donc ça, c'est le choix un peu porté par, on va dire, la droite libérale. Soit vous faites un deuxième choix qui est le choix un peu la Mélenchon, c'est-à-dire l'alignement sur le projet chinois et donc en fait une espèce d'anti-américanisme primaire et donc vous devenez pro-chinois et donc vous vous mettez dans la main des intérêts économiques chinois un peu ce que fait finalement l'Allemagne d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dépendants économiquement de la Chine. Soit vous avez un troisième point qui est justement de faire notre projet de nation-empire d'une certaine façon, de réarmement sur l'ensemble des sujets industriels, économiques. Donc je reviens à la question européenne. Et surtout morale, parce qu'aujourd'hui l'Occident a peur et la France en elle-même a peur de ce que l'on est, on a peur de ce que l'on dégage, on a un sentiment de culpabilité très profond et on est incapable aujourd'hui de regarder droit dans les yeux la Chine, l'Inde, la Russie, etc. parce que justement nous-mêmes on a peur de nous-mêmes et on est marqué par des courants politiques, des constructeurs qui veulent aujourd'hui déconstruire ce qu'a fait la grandeur de l'Europe. Et Denis Jacquet d'ailleurs, comment... Oui, finalement, en vous entendant, on a l'impression qu'il faut sauter... je ne peux pas accepter non plus ce défaitisme. Parce qu'après on va parler de Sciences Po pour les 5 minutes qui restent. Donc, un peu le trait, mais je suis pas loin d'être en accord avec lui justement. Moi je pense que le problème c'est que nous on a fait un modèle français qui est un modèle attractif justement, un modèle touristique, c'est-à-dire on a vraiment survalorisé le tourisme et on s'était dit justement en ayant une vitrine Paris attractive, on va pouvoir faire venir plein de touristes dans notre pays et ça va être génial, les gens vont venir dépenser de l'argent aux Champs-Élysées. Ils ont bien augmenté d'ailleurs les prix. Le problème c'est que quand on dit ça, on dit il faut faire les Jeux Olympiques. Moi j'étais plutôt pour faire les Jeux Olympiques parce que c'est quelque chose qui était une belle vitrine, c'est quelque chose qui est bien et surtout qu'en plus nos sportifs sont très bons et on devrait récupérer beaucoup de médailles parce qu'on a des joueurs et des sportifs qui sont des talents générationnels effectivement. Mais je vous parle même pas de sport moi. Je ne parle même pas. Sur l'organisation pour le coup il y a absolument tout à revoir. La question de la contractualisation avec les sites sportifs n'est pas forcément tout réglé. Vous avez le sujet de l'insécurité des sites, l'insécurité de la ville de Paris, l'insécurité de la cérémonie d'ouverture. Et moi je prends juste un exemple très marquant, c'est que nous on a regardé dans notre think tank, on a comparé les cérémonies d'ouverture notamment projetées par la France et celles des Jeux Olympiques de Londres 2012 et encore pire Pékin 2008, eh bien on voit que la France, en termes de symbole, sera vraiment catastrophique. On envoie un très mauvais signal parce que notre cérémonie d'ouverture n'atteindra pas celle qu'avait, rappelez-vous quand même, de Londres 2012 avec la reine Elisabeth, etc. Le Royaume-Uni avait montré au monde entier qu'ils étaient capables d'entrer dans la modernité. C'est pas encore fait. On connaît pas encore. Un peu passé par là. Le terrorisme est quand même un peu passé par là, ce qui nous complique aussi la tâche. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des risques terroristes aussi aux Jeux. J'avais oublié de parler du terrorisme. Je voulais juste absolument qui soutient donc un soutien d'Assa Traoré, qui est un soutien du parti des indigènes de la République, qui est un soutien du terroriste Georges Abdallah, et qui ose mener ses étudiants dans cette impasse absolue. Moi, je suis horrifiée. Le problème à Sciences Po, moi j'y étais, donc on peut témoigner, c'est que Sciences Po est gangréné par l'islamo-gauchisme et le wokisme. Mais c'est une minorité. 54% des étudiants, il y avait eu un sondage, avaient voté pour LFI, chère Alexandra Spinner. 54% pour LFI et 70% sur tout l'ensemble des partis de gauche, alors qu'ils étaient moins de 50% il y a encore 20 ans. Donc il y a vraiment une mutation sociologique très forte à Sciences Po, qui justement crée un climat de terreur intellectuelle, parce que justement vous avez un certain nombre d'idéologies qui sont absolument plus abordées dans les cours, que ce soit le néolibéralisme en économie ou même la théorie de Samuel Huntington, le choc des civilisations en géopolitique, exactement. Et pourquoi je dis gangréné? Parce que vous avez à la fois les étudiants, mais vous avez aussi le corps enseignant très fort et aussi l'administration. Le problème, il est là.